Le prochain désastre mondial ne commencera pas par une météorite, ni par un tsunami géant. Le coupable pourrait être de l'eau chaude dans l'océan. Un phénomène climatique appelé El Niño pourrait se former en 2026 et devenir le plus puissant depuis plus d'un siècle. Dans le passé, un El Niño semblable a déclenché sécheresse et famine, causant jusqu'à 60 millions de morts. El Niño naît dans le Pacifique. Près de l'équateur, d'immenses eaux deviennent bien plus chaudes. Ce n'est pas une petite tache d'océan. Cette eau chaude peut s'étendre sur des milliers de kilomètres. Alors, la météo mondiale déraille. Énormes inondations ici, absence totale de pluie ailleurs. Les vents changent, les tempêtes bougent, les saisons se décalent. C'est peut-être ce qui a déclenché le désastre de 1876. Une sécheresse massive a frappé l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. La pluie a disparu des mois, les rivières ont séché. Récolte perdue sur d'immenses zones. Pendant 2 ans, des millions de gens ont souffert de faim. Les historiens pensent que jusqu'à 3% de la population mondiale n'a pas survécu. Aujourd'hui encore, c'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire. Les scientifiques pensent que l'El Niño de la fin des années 1870 fut l'un des plus forts jamais enregistrés. Comment l'ont-ils su? Au 19e siècle, il n'y avait pas de satellite. Pas d'appli météo, pas de modèle climatique, pas d'instruments modernes. Il a donc fallu enquêter sur le passé comme des détectives, avec un indice majeur, les arbres. Tu vois, chaque année, un arbre ajoute un anneau dans son tronc. Les années humides, l'anneau est plus épais, car l'arbre reçoit plus d'eau. Pendant les sécheresses, les anneaux deviennent fins. Les arbres gardent donc des archives météo en eux. Les chercheurs ont étudié des atlas de sécheresse bâtis avec des anneaux d'arbres du monde entier. Certains registres remontaient à plusieurs siècles et révélaient quelque chose d'inquiétant. Pendant la famine, d'immenses zones ont subi une sécheresse extrême en même temps. Puis, ils ont vérifié de vieux relevés de pluie dans le monde entier. Enfin, ils les ont comparés aux températures de l'océan relevées par des marins au 19e siècle. Toutes les preuves pointaient vers la même chose. Le Pacifique s'est probablement beaucoup réchauffé à cette époque. Exactement ce qui arrive pendant un El Niño. Mais celui-là a pu être bien plus extrême que d'habitude. Il aurait duré 16 à 18 mois. Plusieurs mois de plus que beaucoup d'autres El Niño connus. Ce temps supplémentaire compte. Car plus le Pacifique reste anormalement chaud, plus les systèmes météo mondiaux restent déréglés. Certaines régions ont subi plusieurs saisons de sécheresse d'affilée. La pluie est tombée à des niveaux records dans plusieurs zones du globe. L'Asie a été frappée très fort. Les scientifiques ont découvert que certaines parties de l'Asie avaient connu leur pire sécheresse en 800 ans. Les récoltes ont échoué sur d'immenses régions, pas dans un seul pays. Une sécheresse seule ne provoque pas automatiquement une famine massive. Mais mauvaise récolte, manque de nourriture et mauvais transports peuvent arriver ensemble. Des millions de personnes peuvent soudain manquer de nourriture. C'est ce qui s'est passé durant la famine mondiale. Bref, El Niño pourrait expliquer pourquoi la météo s'est déréglée sur plusieurs continents à la fois. Même très avancé depuis 1870, nous dépendons encore du temps pour manger, cultiver, avoir eau et électricité. El Niño peut perturber la planète à une échelle gigantesque. Le plus troublant, c'est que l'ancien désastre ne venait pas d'un événement unique et bizarre. Les chercheurs pensent que ces conditions sont apparues naturellement et que le climat terrestre peut produire à nouveau quelque chose d'aussi extrême. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus chaud qu'en 1870.
si un autre super El Niño apparaissait? Les sécheresses deviendraient-elles encore plus sévères? El Niño peut dérégler le temps presque partout à la fois. Le premier grand changement touche souvent les ouragans. Normalement, l'Atlantique produit beaucoup de tempêtes tropicales et d'ouragans. Mais un El Niño fort crée de puissants vents en altitude. Ces vents déchirent les tempêtes avant qu'elles puissent grandir. Ainsi, les Caraïbes et certaines zones de l'Atlantique voient parfois moins d'ouragans pendant les forts El Niño. Mais dans le Pacifique, c'est l'inverse. L'activité des tempêtes augmente souvent au centre et à l'est de l'océan. Cela peut menacer Hawaï et parfois même le sud-ouest des États-Unis. Puis l'hiver arrive et c'est là qu'El Niño commence à secouer l'Amérique du Nord. Le nord des États-Unis, l'ouest du Canada et l'Alaska deviennent souvent plus chauds que d'habitude, avec moins de neige par endroit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'hiver. Des vagues de froid peuvent surgir d'un coup. En même temps, le sud des États-Unis devient souvent plus humide. Un courant G plus fort pousse plus de tempêtes vers le sud. Elles apportent fortes pluies, inondations et froid dans des régions d'habitude bien plus sèches. D'autres parties du monde peuvent être encore plus touchées. Par exemple, l'Inde et une partie de l'Asie du Sud-Est perdent souvent des pluies cruciales de mousson pendant El Niño. Elles comptent pour des centaines de millions de personnes. Ces personnes en dépendent pour cultiver et avoir de l'eau. La mousson faiblit, la sécheresse se propage vite. Les Caraïbes deviennent aussi beaucoup plus sèches pendant un fort El Niño. Certaines zones subissent même des pénuries d'eau et des dégâts agricoles. En Afrique du Sud-Est, la sécheresse peut devenir dangereuse pendant l'été austral, surtout de décembre à février. Un puissant El Niño pourrait déjà se former dans le Pacifique, et certains chercheurs pensent qu'il pourrait être l'un des plus forts jamais enregistrés. Les températures de l'océan montent vite dans une partie du Pacifique. Par endroits, l'eau pourrait dépasser la normale de plus de 5 degrés Fahrenheit. Mais pour le système climatique de la planète, cet écart est énorme. Le danger est plus grand qu'il n'y paraît. Nous avons satellites et prévisions, mais notre société reste fragile. Les chaînes alimentaires sont déjà sous pression. Beaucoup de régions subissent la sécheresse. Et les océans battent des records de température depuis des années. Certaines zones agricoles deviennent moins stables à cause du climat. Les événements extrêmes se multiplient et se dispersent chaque année. Un fort El Niño pourrait jeter de l'essence sur le feu. Les scientifiques craignent une météo très imprévisible l'an prochain. Au fait, El Niño fait partie d'un grand cycle. Normalement, les alizés du Pacifique soufflent d'est en ouest et poussent l'eau chaude vers l'ouest. Cette eau chauffée par le soleil se dirige vers l'Asie. En même temps, de l'eau froide remonte des profondeurs près des Amériques. Voilà pourquoi la surface de l'océan devient inégale. Près de l'Indonésie, elle peut être plus haute d'environ 50 cm que près de l'équateur. Mais parfois, ces vents faiblissent. Alors, l'eau chaude repart vers l'est. L'est du Pacifique se réchauffe, l'ouest se refroidit. C'est El Niño. Si l'inverse se produit et que les alizés se renforcent, encore plus d'eau froide remonte des profondeurs. Résultat, le Pacifique se refroidit plus que d'habitude. Cette phase s'appelle la Niña. El Niño et la Niña sont deux phases du même système. Ensemble, ils font partie d'un cycle appelé ENSO. En général, El Niño dure 9 à 12 mois. La Niña peut rester 1 à 3 ans. Mais tous les El Niño ne se ressemblent pas. Le type classique s'appelle El Niño du Pacifique oriental. C'est là que l'est du Pacifique se réchauffe le plus.
Il existe aussi un El Niño du Pacifique central. Dans ce cas, l'eau plus chaude reste plutôt au milieu de l'océan.